Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et on est là pour vous parler de l'Horus Heresy dans ce nouveau podcast de la chaîne. Et je suis en compagnie de Robin et de Nico. Bon, alors l'Horus Heresy c'est un vaste sujet. Il y aura probablement plusieurs podcasts sur lesquels on va en parler. Là, ça va être entre guillemets le podcast général, c'est-à-dire que on va aborder le tout dans sa globalité sans vraiment approfondir, sans vraiment vous parler de chaque bataille, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Moi, c'est principalement comme ça que j'ai vraiment démarré dans le milieu de la figurine, en tout cas post-adolescence, dirons-nous, et surtout avec le jeu de Forge World de 2013, avec le premier Primark, en gros, je m'en rappelle encore. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Robin qui va un peu diriger ce débat. Puisque ouais, là, on va se faire un petit débat, un petit jeu de questions-réponses où chacun va intervenir un petit peu en fonction de son vécu, de ce qu'il a pu lire ou être en contact avec cet univers qui nous passionne. Donc, je vais commencer avec peut-être justement quel a été... Peut-être avant de commencer, peut-être on peut... on peut se définir en tant que qui a fait quoi, qui a lu quoi, où on en est où dans l'Horus Heresy. Moi, de mon côté, je pense que je suis l'expert du groupe. Enfin, l'expert, attention, c'est pas non peut-être plus le plus avancé, lu, voilà. ou oui, c'est qui a le plus de connaissances dans le milieu, le c'est plus possible. passionné, ouais. Robin, toi, on va dire que t'es plutôt entre les deux, c'est-à-dire que t'as lu des bouquins, t'as une armée. Donc t'es quand même bien avancé sur la voie de la trahison, hein. En plus tu fais des World Eater, mais peut mieux faire, on peut le dire. Non, mais c'est un début, voilà, je suis plutôt un initié, quoi, voilà, donc voilà. Je commence un petit peu dans l'Horus Heresy. Ouais. Voilà. Et donc et Nico, Nicolas, toi? Alors pour le coup, j'ai toujours acheté les Codex 40K sans acheter aucune figurine depuis l'adolescence, et c'était surtout les Xenos. Voilà, surtout les Xenos, donc les Eldar, les Craftworld et les Tyrannides. Oh, ok. Alors Robin, vas-y, je te laisse la parole. T'as préparé un petit questionnaire de ce que j'ai compris. Ouais, j'ai quelques questions un petit peu à enchaîner justement. À croire qu'on prépare les trucs. Pour l'idée, ce podcast. Donc première interrogation, qu'est-ce qui a été pour vous votre premier contact avec l'Horus Heresy? Qu'est-ce qui vous a amené à l'Horus Heresy? Ah vas-y Nico, je te laisse commencer. On va commencer. En plus c'est en live parce que là on les a pas préparés. Qu'est-ce qui m'a mis en contact avec l'Horus Heresy? Rémi. Voilà. Clairement c'est Rémi. Okay, ouais. Quelqu'un de bien. Moi c'était AOS, c'était Battle, et j'ai jamais osé franchir le cap. Ouais. 40K sans connaître l'Horus Heresy, ça reste un jeu de bataille maîtrisé et super intéressant proposé par Games Workshop. Mais l'Horus Heresy, une fois que tu mets le pied dedans, si quelqu'un te permet de mettre le pied dedans avec les bons axes de réflexion et de vision, là tu dis oh purée, c'est quoi cet univers? Et puis c'est parti. Allez, c'est Rémi. Et souvent on peut dire que tu fais des Eldar déjà de base. Ouais, de base. Il y a un vrai coup de cœur pour les Luminettes, les Welfs, avec déjà, voilà. 30 000 points en battle. Et donc en 40K, bam, t'es passé en Eldar, qui est l'équivalent en fait, hein. Ouais. Du coup. Ouais, c'est vraiment le premier coup de cœur et le seul hein, en 40K. Ouais, ok. Et donc, t'as des projets qui arrivent en 30K, peut-être tu peux en parler. Ouais, mais c'est toi. c'est toi. Ouais, bon, disons qu'il y a le projet du studio. Ouais. Et oui, j'en avais pas du tout, ça me faisait pas rêver, et maintenant j'en ai plein. Et tu lis même le fluff et tout maintenant. Ouais, je suis Alpharius. Voilà. Et toi, Robin, alors, t'as découvert comment? Alors, moi, l'Horus Heresy, c'était il y a peut-être pas mal d'années. J'ai un pote, Quentin, donc il lisait beaucoup les livres de l'Horus Heresy. Il me disait toujours vas-y lis, c'est génial et tout. Il les lisait il a raison en livre audio, parce qu'il était beaucoup en voiture, donc il lisait il écoutait en livre audio. Et bon, j'ai jamais franchi le pas à cette époque. Je me dis putain, non, moi c'est 40K, ce qui se passe en 30K, c'est quoi ce truc, tu vois, quelle est cette sorcellerie? Et donc là, ouais, en fait c'est aussi pareil. C'est toi là au Sales Figurine qui est pas mal d'armées déjà avec tes Sons of Horus, Horus Heresy. Et j'ai un petit peu acheté les bouquins parce qu'ils font des nouvelles éditions de gros livres en couverture dure, tu vois, que j'aime bien un peu les beaux livres, le bel objet. Ouais. Donc je me suis mis à les lire, ouais. Donc j'ai commencé avec le premier Hérétique, avec l'Orgar et les Wordbearers, génial quoi. Et j'ai lu Félon avec les World Eaters parce que j'ai une grosse armée de démons de cornes à la base. Et l'Horus Heresy, je me suis mis un peu dedans et donc j'ai progressé avec des World Eaters en schéma pré-hérésie pour essayer aussi de me mettre dans le jeu, voilà, dans le système de jeu Horus Heresy. Ouais. Donc c'est assez récent où j'ai franchi le pas à la fois de la lecture, de l'immersion dans l'univers, même si déjà à la base
quand t'es en 40K, tu lis un petit peu les livres de règles, l'histoire, donc t'es obligé de passer Il y a des brides. par les résidus russes, le siège de Terra, la bataille au palais de Terra avec Sanguinius et un buveur de sang, tu vois, elle est déjà dans les livres 40K en fait. Ouais. Donc tu te sensibilises un petit peu avec l'Horus Heresy, mais sans le savoir en fait. Ouais. Et c'est un univers extrêmement riche et complexe et que j'ai plaisir à découvrir de plus en plus quoi ces derniers temps. Alors, t'as commencé en fait pendant le premier confinement, l'Horus Heresy. Ouais, j'avais du temps pour Comme lire, quoi, donc voilà, ouais, comme ça quoi. a du bon. Ouais, on va prendre les côtés positifs du truc. Ça a du bon, ouais. C'est Et clair. alors donc ça, donc en fait voilà pour Nico et moi au final c'est quand même assez récent. Ouais. L'attrait pour l'Horus Heresy. Ouais. Mais toi alors ça remonte à quand? Alors moi c'est pratiquement au début. En fait, adolescent, j'ai le White Dwarf 100. Donc pour ceux qui se rappellent du White Dwarf 100, C'est pas celui avec le nain blanc? Voilà, c'est celui avec le nain blanc. Et ils offraient le nain blanc je l'ai, celui-là, je l'ai. Brindal avec. Il est pas peint, mais je l'ai. Ouais. Tu sais, En c'est un métal truc blanc. métallique, c'est un cube métallique. Ils en Ouais. ont sorti 2, je crois, en tout, espacés dans les années. Mais celui-là, il Ouais. est collector. Et quand t'as 13 ans, genre on t'achète le White Dwarf et on t'offre une figurine, genre t'es trop content. Mais quoi. ouais, Tu vois, c'est clair. Donc c'est le White Dwarf 100. Et là je prends la baffe de ma vie, je pense, en termes de figurines à l'époque, parce que il y a une double page centrale avec le nain blanc nu. Non, N'importe quoi. non, On s'y attendait pas ça. non, il y a une double page centrale avec donc le fameux diorama en fait de l'assaut du siège de Terra qui a été réalisé pour un Games Day anglais qui est Avec emblématique. tous les titans là, genre ou les Avec 2 rivers et tout ça. Non, avec 2 titans. Il y a que 2 titans. En plus, Forge World n'existe pratiquement pas à l'époque, donc c'est 2 titans en scratch build avec la fameuse taupe, parce qu'en fait, en gros, il y a la Black, donc c'est la Black Legion qui est considérée, enfin, c'est les Sonophorus, mais ils l'ont fait en Black Legion. Donc bon, déjà, ils étaient pas tout à fait fluff, ils étaient pas tout à fait d'accord. Enfin, le diorama est monstrueux. Je vous encourage à le regarder sur le net, je pense qu'on peut le trouver facilement. Et surtout, il y a en fait l'explication du siège de Terra. Qu'est-ce qui se passe heure après heure, mois après mois, pendant le siège de Terra. Et là, c'est la première fois que je lis une nouvelle de science-fiction dans l'univers des figurines que j'aime. J'avais déjà lu Joe Allman, La Guerre éternelle ou ce genre de choses, mais là vraiment c'est le côté oh là là, on peut jouer aux figurines et en plus il y a des histoires super bien et l'histoire elle est folle. L'histoire est totalement folle du siège de Terra, le Horus, l'abaissement du bouclier du Vengeful Spirit, l'empereur qui se téléporte dedans et qui est en fait avec Sanguinius qui... C'est fantastique. Et là, j'étais mordu, quoi. Et le premier truc que tu te dis quand tu lis ça, c'est oh, il faut absolument que je joue des Primarques. Mais les Primarques, c'est les stars, c'est les demi-dieux de la mythologie grecque, en fait. Tu vois, c'est nos Achilles, c'est nos Hector, nos Hercule. Et en fait, y a pas. Donc il y a non seulement une découverte, mais derrière il y a une frustration. Ouais, c'est la déception qu'en fait tu peux pas aller au bout quoi. Voilà, c'est genre mince, il faut tout que je convertisse. Et donc en fait suite à ça, je commence à faire des Space Marines. Forcément de toute façon quand on commence on fait tous des Space Marines. Et c'est faux. Non, t'es avec deux Xenos. Les gens normaux, les gens de bonne compagnie. Voilà. Et donc je fais des custodes en fait. Donc je peins des Space Marines en doré, tu vois. C'est ouais d'accord. D'entrée de jeu et surtout avec les armées de Death Taylor de custodes qui sont fantastiques. Et puis bon après donc en 2013 quand Forge World décide de sortir le jeu Horus Heresy, il y avait des rumeurs mais c'était vraiment pas sûr. Et les mecs nous sortent donc la bataille d'Isstvan, la charge de Angron sur le palais du gouverneur avec un diorama de dingue. Ils nous sortent le Primarque Angron, ils nous sortent le premier livre et là c'est parti quoi. Et en fait tu dis mais c'est bon, c'est fou parce que tout se concrétise. Moi j'étais déjà dans le milieu de la figurine à cette époque-là, bon en 40K, j'étais à fond sur les tyrannies. Ma première armée, mais je suis complètement passé à côté du développement de l'Horus Heresy de l'époque. Mais alors complètement, parce que là tu parles de ça, je l'ai pas vu quoi. Pas vu, ça m'est... mais moi, incroyable. Mais pourtant t'allais sur Warfo, tout le monde en parlait, t'allais sur les groupes Facebook, ça... Et en plus... Ouais mais je fais... Non, blockout, j'ai pas regardé. Ah mais en Xenos, tu sais, c'est un peu comme Starship Starship. Moi je regardais que Tyrannide, si c'était pas Tyrannide, non c'est pas pour moi. Les Space Marines dans Starship Trooper, ils sont nuls. Ouais. Bon après ils leur refont, ils sont prismarisés mais... Jamais plus un autre clan d'atout. Non mais voulez-vous en savoir plus? Quand ça sort en plus, il y a un espèce d'alignement de planètes, c'est
c'est-à-dire que en 2013, faut imaginer Game Workshop, c'est vraiment au plus mal. Ils sortent des éditions limitées pourries. On est en V7 et c'est une catastrophe la V7 puisque en fait pour pouvoir jouer en V7, il faut un nombre de règles spéciales qui sont incroyables. Les gars qui jouent Eldar en V7 ont des centaines de règles spé qu'il faut connaître et tout. Enfin, c'est devenu un jeu d'une complexité folle avec des listes qui ravagent tout sur les tables. Bon, notamment par exemple les listes de Stormraven ou de Croissant Necron. Et en plus là, il n'y a pas de FAQ tous les 3 mois. C'est genre pendant toute l'édition, on va se faire ravager par ces listes quoi. C'est vraiment pas aussi développé que maintenant parce qu'ils s'en foutent complètement des tournois quoi. Et donc il y a un ras-le-bol général dans les communautés de jeu. Et là d'un coup, il y a Forge World qui nous sort un jeu qui est équilibré. Mais pourquoi il est équilibré? Parce qu'en fait c'est la V7 mais qu'avec du Space Marine. Donc c'est équilibré. Et c'est pas des armées miroirs, mais quasiment. Et en plus de ça, les règles spé, tout le monde a les mêmes, tu vois. Et donc d'un coup, ça devient un jeu qui est beaucoup plus jouable, dans un univers qui nous habite, puisque en plus, faut imaginer que les romans, entre-temps, sont sortis. Donc là, je me mets à lire les romans. Donc moi, j'ai lu les romans après qu'ils soient sortis. Je crois qu'on en était au 20e quand j'ai commencé les romans. Et d'ailleurs, les premiers romans sont quand même d'une qualité aléatoire, quoi. Hein. Il y a quand même, par exemple, les romans sur les Dark Angel, faut se les taper. Hein, parce que là, au niveau des romans, donc toi, t'as suivi l'ordre chronologique. Ouais. Et puis en plus, donc, faut imaginer, bon là, on va un petit peu cracher sur le système, mais bon, il le mérite. J'étais fonctionnaire à l'époque, et donc j'avais du temps. Faut imaginer ce que c'est être fonctionnaire. J'imagine pas tout le monde, mais bon, la plupart des fonctionnaires, on n'est pas beaucoup payé, mais on a du temps libre. Et donc ce temps libre me permettait de lire. Et je crois que je lis 90% des romans d'Horus Heresy quand je suis fonctionnaire en fait. Et depuis que je suis entrepreneur, t'as peu le temps quoi. Ouais, il y a beaucoup moins de temps en tout cas. Il y a beaucoup moins de temps. On s'est tous plus ou moins présentés et on sait tous à peu près d'où on vient dans l'Horus Heresy. Robin, je te laisse continuer ce fil de podcast et tu as une autre question à nous poser alors. Alors, qu'est-ce qui pour vous, ou pour nos auditeurs, qu'est-ce qui vous fascine tant dans l'Horus Heresy? En fait, c'est vrai qu'on parle jamais des auditeurs, mais n'hésitez pas à poster des commentaires pour nous répondre. Hein. C'est des questions ouvertes qu'on pose à toute la communauté. Et en plus, on a des projets Epic Battle d'Horus Heresy, forcément. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir, ce qui vous habite dans l'Horus Heresy ou dans d'autres projets hein, d'ailleurs. Si tu veux, je commence à répondre. Ouais, mais alors, moi qui suis peut-être le moins initié ou le moins penché dans la lecture des livres et dans la découverte de cet univers, parce que c'est vrai que dès que j'ai une question, en général Rémi me répond de manière passionnée. Donc c'est l'accès à la réponse facile. Genre ça dure 1 heure quoi. C'est ça. non, c'est potentiellement il y a même une échelle de réponse qui disait et pas, mais ça s'enchaîne de réponses et on peut parler pendant 1 heure de cet univers-là, quitte à répéter encore et encore la même question parce que c'est très très riche. Les gens de notre génération, on a tous connu les chevaliers du Zodiaque et tu parles de ces primarques, un peu comme de ces chevaliers d'or. Par la suite, tu découvres des chevaliers, bien sûr. chevaliers de bronze qui, avec une évolution, l'armure divine, ça etc. s'inscrit dans beaucoup de références qu'on a tous connues. Et les primarques évoluent. Et les primarques font aussi des mauvais choix. Les primarques ont aussi ses émotions, ses coups de gueule, ses faiblesses. Et de notre époque, alors sur une échelle de dessin animé, parce que la qualité de print ou les jeux de plateau, c'était plutôt des petits morceaux en bois, des morceaux en plastique. Ouais. Monopoly et Kies, on se rappelle. Ouais. Mais clairement, moi, c'était de se dire, mais c'est un chevalier du Zodiaque, mais puissance 1000. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un univers très très petit qui va se développer par l'intermédiaire du dessin animé, avec Asgard, avec toujours encore la mythologie qui revient, là, on est sur, on est dans l'univers, il y a des Xénos et boum, c'est science-fiction, ça touche à plein de trucs. Ouais. Et on est sur des primarques. Moi, quand tu m'as raconté l'histoire de Magnus qui plante l'empereur. Magnus did nothing wrong. Voilà. Et ça faut que je lise le bouquin. Voilà. Donc, j'ai un peu zappé ta question d'origine. Tu peux me la reposer, Robin, s'il te plaît, parce que toi, ça se perd. Et non, mais c'est très bien parce que ta réponse, elle est tout à fait adaptée. Et qu'est-ce qui fascine dans l'Horus Heresy? Bah voilà, c'est moi, je rebondis. Tout ce qui s'inscrit dans nos références, que ce soit dessins animés, livresses, culturels ou même historiques, et ben c'est parce que ça s'inscrit complètement là-dedans. Et nous, ça nous touche particulièrement puisque c'est un peu notre passion du wargame, du côté figurines et hobby. Donc ça lie tout ça, quoi. Moi, je rebondis sur le mot mythologie. Je pense qu'effectivement, chaque génération a sa mythologie, et il se trouve que notre génération
avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc., on a plusieurs mythologies en fait. C'est vrai que quand tu regardes par exemple la génération de nos grands-parents, leur mythologie c'était encore la mythologie grecque, voire la mythologie chrétienne, avec Jeanne d'Arc, etc. Nos parents commençaient déjà à avoir des mythologies qui changent un peu, c'est-à-dire la mythologie de Tolkien par exemple, c'est une mythologie tout à fait valable. Nous, notre génération, on a le choix entre 800 000 mythologies. On a la mythologie Marvel, on a les mythologies Star Wars, on a Asgardienne, Viking. Ouais. on a la mythologie Dune, on a etc., etc. Et nous, par un choix de vie ou par le destin, ou je sais pas, on peut l'appeler n'importe comment, notre mythologie, a priori, c'est Warhammer. Nous, il n'y a que la guerre. Voilà. Au 41e millénaire. C'est ça. Il n'y a que la guerre. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir l'événement fictif dans l'histoire de l'humanité le plus détaillé de tous les temps. Jamais aucun autre événement fictif n'a eu la chance d'avoir 150 bouquins. Parce que là, ça compte 150 bouquins. Là. Ah ouais, on doit être... en tout cas, on est au-dessus des 100, je pense. On est au-dessus des 100. Si on fait la part des choses entre le potentiel d'un univers, l'univers de Tolkien, hein, le potentiel de l'univers, mais tout ce qui a été créé concrètement, ouais, effectivement, 150 bouquins, les livres de règles qui sont pondus, il y en a qui sortent tous les mois. Et alors? Ouais, c'est clair. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. D'un point de vue wargame, on peut être frustré, mais du point de vue historique et finalement richesse de l'univers, c'est incroyable. Ah non, c'est vrai que c'est fou. Et d'ailleurs, ça fait passer 40K pour un univers très très peu développé. Tous les meilleurs auteurs de la Black Library, et on a des auteurs qui sont incroyables. Je sais pas si les gens se rendent compte qu'on a Dan Abnett en auteur, qui est quand même le mec qui bosse avec Disney pour faire les scénarios des Gardiens de la Galaxie, qui écrit les BD qui sont ultra connus, qui écrit les romans de science-fiction qui sont ultra connus. Mais Graham McNee, on en a vraiment énormément. C'est une chance de fou qu'on n'a pas en 40K. D'ailleurs, c'est pas pour être méchant avec les bouquins 40K, mais les bouquins 40K sont absolument pas au niveau des bouquins 30K. C'est souvent enfantin un peu. Voilà. La sensibilité qui est pas la même. Ouais. Enfin, moi j'ai lu La fin des temps V7, les bouquins qui sont sortis avec le retour de Reboot c'était, enfin, je suis désolé, mais c'était illisible. C'était brouillon. Ah ouais. Un peu plus brouillon. On comprenait que dalle. Tout est entrecoupé, tout est cassé, tout est. Là, l'Horus Heresy. Alors l'Horus Heresy, c'est clair qu'au début, on va pas se mentir, c'était un peu le bordel parce que je pense que ça a été un peu à la Star Wars 7. C'est genre où on va, on sait pas, on verra si ça marche. Sauf qu'ils ont été plus intelligents que Kathleen Kennedy, qui est responsable du fiasco Star Wars. C'est-à-dire que les mecs, en fait, au bout du 5e ou du 6e, ils se sont dit, arrêtez tout, on va faire un plan, les gars. Et là, c'est l'idée de génie. GG, les gars, d'avoir fait un plan. Donc, c'est l'idée de génie de dire, les gars, on va là, vous suivez telle trame narrative, et après, vous inventez il n'y a pas de souci, mais vous suivez telle trame narrative. Et donc, ça fait un tout cohérent. Un fil conducteur. Voilà, ça fait un tout cohérent. Et d'un coup, il y en a beaucoup qui considèrent que les bouquins de l'Horus Heresy, c'est des bouquins de gare, mais pas du tout. C'est d'une richesse en termes de science-fiction, et surtout, c'est un univers qui nous touche. Donc j'imagine que c'est subjectif, bien entendu. Non, après, c'est possible qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, il y en a forcément, comme tu disais, les premiers peut-être étaient donc c'est en moins fonction des bons, auteurs mais aussi. en fonction des auteurs, voilà. À l'image des questions, tu me conseilles quoi, Rémi, à lire en premier? Tu vas dire, la bataille de Cal, tac, 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 et dit, mais moi, c'est plutôt cette légion qui me fait rire. Ah non, laisse tomber. Là, c'est brouillon, tu vas perdre ton temps. Donc, c'était aussi une chance. Mais ouais, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Ouais. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, est-ce que sur tous les livres que vous avez pu lire, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement ou que vous conseillerez à lire, quoi? Alors là, pour le coup, j'avais commencé avec la bataille de Cal. J'ai commencé tous les livres. Je change. Rémi m'a fait acheter une tablette Amazon. Bah oui, pour lire. Une Kindle. Mais parce qu'à un moment ou à un autre, mais passe-les-moi, passe les bouquins. La bataille de Cal, pour découvrir quand même les Ultramarines, qui est le chapitre qui apparaît sur tous les codex, sous toutes les couvertures. Et puis finalement, je l'ai pas. Je retourne de temps en temps par bribes et j'ai enchaîné sur un autre. Je me rappelle même plus le nom. J'ai vite zappé. Et après Huascar, mais en papier, parce que tu m'as dit tiens. Et j'ai lu Huascar et Shagadaikan, incroyable. Incroyable. Le mythe de cette légion est incroyable. Quand t'es vraiment dans les viscères, dans les entrailles de cette légion des Huascar, incroyable. Et là, pour le coup, je l'ai quasi fini. Ça, c'est intéressant parce que même des légions que t'aimes pas, donc moi, par exemple, les Huascar, ou qu'on connaît pas. J'ai aucun attrait pour cette légion. Tu lis le bouquin, t'as envie de la faire. Mais moi, j'ai commencé par le premier hérétique, par exemple. J'ai eu World Bearer. Tu veux faire du World Bearer. Génial. Magnifique.
mais c'est super. Après, j'ai lu Felon. J'ai envie de... Bon, Ouais, j'ai c'est fait bon, du t'en as fait, World t'en as fait. Voilà, J'en ai ouais, fait. Ouais. C'est quoi ta prochaine lecture qu'on a? Donc ça c'est vraiment une force. Et en plus, chaque bouquin essaye d'ajouter une pierre à l'édifice. Donc on va pas spoiler ici, mais chaque bouquin a vraiment quelque chose de plus, quoi, par rapport aux autres. C'est vraiment pas des bouquins qui se... Ça construit l'univers, Ouais. vraiment, ça matérialise dans ton esprit, ça matérialise complètement l'univers Ouais. de manière concrète, quoi. La galaxie se façonne, les peuples entrent Puis en en guerre, plus, et ça évolue dans l'histoire, dans le temps, c'est incroyable. Et en c'est plus, incroyable. si on veut parler un peu de structure narrative, c'est très intéressant puisque déjà il y a différentes échelles dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on a en général on suit des humains, dont on verra après que c'est pas tout à fait des humains, mais bon voilà. On suit des humains, on suit des Space Marines et on suit des Primarques. Donc on a les 3 échelles en gros de l'Imperium. Et d'ailleurs, on est un peu déçu quand on suit des humains parce qu'on aimerait suivre tout le temps les Primarques. Mais justement, ce changement d'échelle fait que c'est intéressant. Comment vit le mec lambda à 40K, comment il réagit quand il voit un Primarque. Et là, en fait, c'est fascinant puisque on imagine que si Hercule un jour ait pu exister en Grèce, effectivement, quand il arrive dans un village et que je suis Hercule, tout le monde tombait à genoux. Tu es le fils de Zeus, incroyable, etc. Là, c'est pareil. Et après, quand Zeus arrive. Ouais, non, mais... T'as une échelle de puissance et une échelle Ouais, de ça. potentiel qui fait, ouais, ok. C'est ça. Et quand les gens voient l'empereur, en fait, Et ça, tu ils vois, sont justement, tétanisés, je ils trouve pleurent. Bah ouais, mais cette dimension où tu réalises l'importance des différentes strates, tu vois, de puissance, que Ouais. ce soit le Space Marine, le Primarque, l'empereur, Voilà. tu vois, et ben tu la ressens vraiment. Et là, Ouais. le talent d'écriture, je trouve Ouais, il est que là. il est là, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que t'as envie de focus sur les Primarques, mais quand tu lis IS 23 ou que tu vas chercher tous les détails d'IS 23 et tu vois un Soltarvitz qui, oui, c'est un capitaine, c'est un lieutenant, c'est un Space Marine, il n'a pas la puissance d'un Primarque, mais il peut influencer par son génie tactique, par son génie militaire, par sa stratégie, son retour d'expérience, il peut influencer en fait le destin d'une compagnie, puis le destin d'un fil conducteur. Ah bah ouais, là, Soltarvitz, c'est l'élément central de IS 23. On spoilera pas, c'est l'élément central d'IS 23, ouais, c'est clair. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est le changement d'échelle dans les batailles, puisque on voit à la fois en fait des batailles qui sont à l'échelle d'un Marines, voire des fois même de gardes impériaux, et on voit des batailles qui sont à l'échelle de Primarques, où là déjà on a une amplitude où les mecs se prennent 2 Dreadnoughts et tapent les uns sur les autres avec, quoi. Et puis on a ensuite des batailles de tanks et des batailles de titans, et puis des batailles spatiales. Et, ouais. Et les batailles spatiales, mais Star Wars, à mon avis, passerait vraiment pour quelque chose d'un dessin animé par rapport aux batailles de 30K, titanesques ouais. de Les 30K. skirmishes, quoi, ouais. Ouais, aux batailles titanesques de 30K. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étoile noire, tu vois. Il y a des le dizaines, Blackstone. il y a des dizaines d'étoiles noires avec des croiseurs qui font 50 fois la taille du Star Destroyer, quoi. Classe acclamator, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment Ruby hyper Road, je ne intéressant. veux pas un destroyer, je veux tous les destroyers, je veux toutes les positions. Ruby Road, pardon. Donc alors maintenant on a tout cet univers de l'Horus Heresy, donc riche de tous les livres, de la production vraiment livresque qui enrichit à chaque fois cet univers. Donc en tant que joueur maintenant, passionné, qu'est-ce que tu as pour concrétiser une armée ou un projet de figurines en termes de figurines, de choix de figurines, qu'est-ce que ça va donner dans la communauté aussi, parce que ça crée une communauté de gens qui sont adeptes de l'univers, donc de toutes les références, et c'est assez strict, tu vois, faut respecter le code de couleur, machin. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour concrétiser un projet de figurine dans l'Horus Heresy maintenant? Alors, pareil, je peux commencer. Ouais, Comment matérialiser ce qui nous fait vibrer dans ce qu'on a lu, dans ce qui nous touche, dans nos sensibilités? Comment matérialiser tout ça? Alors, c'est vrai que bon, la chance extraordinaire d'avoir du Games Workshop, hein, avec la qualité de figurines et Avec 30 ans Forge, d'expérience. là, pour le coup, ouais. Il y a aussi Forge. Et puis après, il y a quand même une limite en se disant, ouais, mais bon, on a tous les mêmes armées, on a tous les mêmes positions, même si ça évolue dans le bon sens. Et encore une fois, plutôt que d'être limité, de se dire, je commence pas et je préfère lire parce que là, l'imagination n'a pas de limite. En fait, voilà, je rencontre Rémi et il dit, non, mais Nico, il y a d'autres petites structures, d'autres entrepreneurs qui font des bits, qui font des figurines alternatives. Il y a l'impression 3D, et au fur et à mesure, je dis, ouais, mais les limites sont repoussées de plus Donc en là, plus loin. tu vas prendre différentes sources pour faire de la conversion, personnaliser ton armée pour être à la fois raccord avec ce qu'il y a dans les livres, donc les références qu'il y a,
et en même temps laisser libre cours à ta créativité. Et tout, enfin, quand j'ai découvert les armées de Rémi, c'est Custodes, les schémas de couleurs, les bits, les ultramarines des vidéos d'Epic Battle, je dis juste, ah oui, je peux vraiment insuffler ma vision, et c'est mon armée, elle ressemble à aucune autre, et là tu dis, waouh, génial, je commence quand? Ouais, je sais pas peindre. Oh, ça va s'arranger, ça va s'arranger. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que, bon, heureusement que Game Workshop a repris. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Forge World sort ça, on savait pas du tout que Forge World allait totalement exploser en plein vol, parce que en fait, donc il faut savoir qu'en 2015-2016, ils font pratiquement un chiffre d'affaires plus important que Game Workshop à cause de l'Horus Heresy. Et en fait, on a 90% des joueurs qui font de l'Horus Heresy, quoi. En V7, c'est délirant. C'était les Primarchs, c'était les Space Marines, c'était machin. C'est vrai que tu dis ça, tu vois, moi, un joueur tyrannide à la base, je suis passé complètement à côté de l'Horus Heresy, mais dans mon groupe de jeu sur Strasbourg, eh ben, beaucoup faisaient de l'Horus Heresy. Ah ouais, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est de la merde, c'est de la merde. Et donc du coup, le problème de Forge, c'est que Forge, c'est vraiment de l'artisanal. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui gueulent sur Forge, à raison, je pense, pour les petites figurines, mais il faut quand même savoir que derrière chaque moule de forge, il y a un mec qui démoule, et que du coup, le problème de la résine, c'est que c'est jamais droit. Et donc en fait, ça fait des kits qui sont très très durs à faire. C'est genre par exemple le premier Spartan, Land Rider Spartan qui sort, c'est un enfer parce que il y a aucune chenille qui va les unes dans la suite des autres, quoi. Donc c'est voilà. Et donc du coup, c'est à la fois bien d'avoir de l'Horus Heresy, mais en fait, on se trouve limité par des gens qui ont tout simplement pas ni les compétences ni le temps pour faire ça. Et donc, Forge World demande de l'aide à Game Workshops sous la tutelle d'Alan Blight à l'époque, le grand Alan Blight qui est le responsable du projet. Et donc du coup, c'est là que Games décide de sortir des boîtes de base. Betrayal of Cult et Prospero Burns, et donc là on a du MK4, du MK3, on a du Contemptor, on a du Tartaros, on a du Cataphractii, etc. Et donc en fait ils font en plastique, et à un prix, donc je crois que Betrayal of Cult à l'époque ça coûtait 125 €. Et c'était l'équivalent de 650 € de Forge. Et ouais, non, mais c'est donc là, ils ont cassé le game, quoi. Ouais, ils ont cassé le game, c'est ça. Mais en fait, ça a aidé Forge, parce que d'un coup, au lieu de produire de la quantité, et Forge peut pas vraiment produire de la quantité, c'est difficile pour eux, et ben, ils produisent des Primarchs, des unités spéciales qui sont quand même moins best-sellers, forcément, tu vois. Même si, de très très loin, chaque produit que Forge vend actuellement, le best-seller, c'est l'Horus Heresy, hein, de très 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 loin. Hein. Faut quand même imaginer. Et donc du coup, ça augmente totalement le nombre de joueurs, et là c'est l'âge d'or de l'Horus Heresy. Faut imaginer que en 4 ans, on a quasiment 7 bouquins, en plus des bouquins incroyables de Forge World qui sortent. On a les 2/3 des Primarchs, on a pratiquement des unités pour toutes les légions. Chapitres, on peut faire et d'un coup en fait on se met à avoir des nouveaux Praetors, on se met à avoir voilà, et parallèlement à ça on se met à avoir la résine, l'impression résine qui arrive, et les bits, et donc on a maintenant des sites de bits qui sont fantastiques. Liber Daemonica, c'est incroyable. Tortuga Bay, c'est incroyable. J'en oublie d'autres, mais et donc vraiment, on peut tout à fait se spécialiser. On peut prendre la base d'un Space Marine. Changer les épaulettes, changer la tête, changer le backpack, et en fait, d'un coup, ça devient ok, c'est plus un Space Marine MK4, c'est un White Scar. C'est plus un Space Marine MK3, c'est un Iron Warrior. Et là, il y a plus... Normalement, si les gens... Bon, c'est sûr, c'est un budget, mais si les gens ont le budget et le temps, ils peuvent totalement personnaliser toutes leurs armées, là. Et tu peux avoir ta légion fidèle au livre comme tu l'imagines, vraiment. Même inventer... Parce qu'il faut le dire, la communauté Horus Heresy, c'est une communauté assez stricte de gens qui sont vraiment... c'est des initiés, quoi. Et, Elle ressemble très fortement à la communauté historique, mais en fait, en même temps, l'Horus Heresy, c'est l'historique de Warhammer 40 000. C'est-à-dire que je vous encourage à peindre un tank. Par exemple, de peindre un tigre en Africa Corps, et vous le postez sur un forum, je pense que vous faites défoncer, parce qu'il y a 90% des gens qui vont vous dire mais espèce de connard, Rommel en 42 n'avait pas de tigre, trou du cul.
On se fait même insulter, hein. Et donc du coup, non mais en plus c'est pas vrai. Je crois qu'il y avait un ou deux tigres, il me semble. Donc, sur l'Horus Heresy, c'est un peu similaire, Ouais. quoi. Faut vraiment être accord sur Moi je sais que toutes les références. Une exigence. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'élèves, au moins deux, et il y a un moment même, je me suis fâché sur donc le forum français La Galaxie en Flammes, qui était le forum de référence à l'époque où les forums étaient vraiment la panacée. Il y a des gens qui viennent se former à Salles Figurines et qui sont à fond dans l'Horus Heresy, et donc je leur dis faut aller sur les forums, faut faire vivre la communauté, faut partager et tout, c'est génial, plus il y a de trucs partagés, plus c'est vertueux, ça fait des cercles vertueux quoi. Et donc du coup ils y vont, et en fait c'est pas tout à fait le gris Space Wolf, c'est pas tout à fait le bleu ultramarine, et en fait ils se font défoncer. Et il y a des gars qui arrivent et qui sortent non mais c'est pas le gris Space Wolf, faut refaire l'armée. Mais en fait je pense qu'il faut vraiment que la communauté se détende sur ça. C'est Une partie de la communauté. une partie de la communauté, ouais, bien sûr. Ça reste une minorité, mais on n'est pas obligé d'être 100%. C'est quand même quelque chose d'inventé. On peut se l'approprier, et justement, c'est un bon signe de s'approprier, puisque en fait, plus on se l'approprie, plus on le fait vivre, plus on le développe. Ouais. Vous voyez, et par exemple, pourquoi ne pas inventer des unités spéciales de Légion qui sont pas dans le fluff, mais qui nous plaisent, tout simplement, et inventer un fluff dessus. Si des auteurs inventent du fluff, on peut tout à fait inventer du fluff aussi. Alors certes, c'est plus canon, Voilà, c'est pas canon. c'est pas canon, mais en vrai, Au service du plaisir de la partie. voilà, c'est ça, c'est au service de l'univers, quoi. C'est au service de l'univers. Donc c'est vrai en tout cas à une époque, je pense plus que ça soit le cas maintenant. Ça s'est vraiment détendu, puisque on va le dire après, mais l'Horus Heresy reste quand même en perte de vitesse, notamment à cause d'un événement tragique, c'est que Alan Blight est décédé, et c'est lui qui portait le projet. Donc ça c'est super triste parce que personne s'y attendait. Ça a pratiquement détruit l'équipe Forge World qui s'occupait de l'Horus Heresy. C'est vraiment le pas de bol, quoi, le coup dur du destin, et on sent depuis une petite perte de vitesse. Mais peut-être que c'est en train de revenir, voilà, hein, avec des différents leaks. On sent l'émotion justement Non, de mais la ouais. perte de Blight justement là-dessus, et peut-être que ça a créé une dynamique descendante sur Forge. Faut imaginer quand c'est une petite équipe et qu'ils sont genre, je sais pas, même 20, et qu'il y a un leader comme ça aussi charismatique que Blight. Le fait de perdre le leader, c'est oh là là. Mais parallèlement, là, dernièrement, comme tu l'as dit, il y a l'essor des nouvelles technologies, de l'impression 3D, peut-être aussi l'amélioration des moules aussi de chez Forge peut-être. Mais donc on a quand même peut-être une augmentation de la qualité des produits de Forge, peut-être en parallèle avec une baisse de diversité de production. Je ne sais pas, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, alors déjà, il y a de toute façon la nature a horreur du vide. Donc si Forge a baissé un petit peu la production de l'Horus Heresy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de makers 3D indépendants qui inventent en fait des nouvelles choses. Et notamment, par exemple, je pense à Firion, qui est je crois une fille, je crois que c'est une polonaise, super sympa. Et la fille, elle est en train de faire tout ce qui manque en Mechanicus, par exemple. Je crois qu'elle en est à genre 20 ou 30 chars du Mechanicum. Donc c'est comme ça que s'appelait le Mechanicus à l'époque. Alors toi, tu la connais et tu m'as montré. Voilà. J'étais bouche bée pendant 2 minutes et tu faisais la molette de la souris. Je disais non, attends. Donc c'est du print, hein. C'est du print. T'as envie de te dire, mais comment ça se fait que c'est pas dans le catalogue Forge? Ouais. Et puis, c'est ça qui est dingue. Faut quand même aller chercher l'information parce que t'as creusé, tu t'es formé l'impression, t'allais chercher les gens qui font les fichiers. Moi, je te délègue le truc, je recherche, et je découvre ça, je fais. Et chose rare, en plus, elle a la patte Games. Donc ça, c'est rare. Elle a la connaissance et cette patte. Rémi, tu l'imprimes quand? Ouais, bah, là, on est en train d'imprimer du Afirion, c'est clair, parce que c'est fantastique, on est fan de l'Horus Heresy, donc du coup, bah ouais, c'est de l'Horus Heresy, c'est génial. Mais il y a pas qu'elle, il y en a d'autres, hein. Franchement, il y a énormément de personnes qui bossent sur l'Horus Heresy en termes de makers. Bon, pas assez à mon goût, mais ça, c'est parce que... C'est vrai qu'une fois que t'as fait le tour un petit peu de tous les makers qui font des beats,
Alors j'ai plus les marques en tête. Donc Liber Monica, Tortuga Bay. Voilà, donc ça te permet de personnaliser tes légions. Mais une fois que tu as fait le tour un petit peu des principaux makers, et on se retrouve vite à court. Et de plus en plus, les gens font appel à ces makers de beats. Et même si tu avais l'originalité, quelqu'un pouvait avoir l'originalité il y a 3, 4, 5 ans, maintenant on le voit de plus en plus. Donc il faudrait qu'il y ait plus de makers en fait, tout simplement. Il faut que la communauté se développe, quoi. Il faut que l'Horus Heresy reparte. Puisque en fait ça va suivre. Mais là déjà avec la nouvelle boîte qui a leaké, qui a l'air incroyable. Enfin, s'il y a vraiment un Spartan plastique dedans, c'est une révolution. C'est une révolution. On a des dates déjà. Alors moi, comme info, j'ai juillet 2022. C'est le jeu de l'été 2022. Ah ouais, d'accord. Donc et ça serait Games qui reprend. Ouais, c'est Games. Ce qui est fou pour finir pour la partie maker, c'est que la personne, non seulement elle doit être formée à l'univers de Games, avoir la connaissance, être super forte sur ces fichiers 3D, et derrière, faut pouvoir l'imprimer. Donc, faut qu'elle ait la connaissance, comme un ingénieur, quoi. T'es au milieu, t'as un carrefour de compétences incroyable. C'est un peu plus compliqué, ouais. Et t'as des gens qui font des fichiers incroyables, mais c'est pas printable, c'est ce que Rémi m'expliquait. Et là, tu te dis juste, ce qu'il a fait, c'est génial. Il me dit, ouais, mais en termes d'impression, on fera certainement un podcast. Sur l'impression, sur l'impression, on fera un podcast. Et tu te dis juste, ça envoie du rêve, mais c'est pas possible. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relier donc tout ce que tu lis, l'immersion, et en jeu de figurines? Donc, on a parlé des makers, on a parlé de forge, mais comment tu vas faire? C'est assez compliqué parce que pour se mettre sur un projet, se lancer dans un projet, ça peut avoir un gros budget. Comment tu passes? C'est assez complexe. Déjà, être tout seul, c'est compliqué. Parce que se motiver, Ouais, la communauté, c'est important. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est de jouer, c'est de passer un bon moment, c'est de faire de la compétition. Voilà. Clairement, là, le groupe que Rémi a su fédérer, puis les rencontres n'arrivant pas par hasard, à l'image des vidéos Epic Battle, c'est clairement un plaisir incroyable à chaque fois, non seulement de faire les rencontres, mais de les scénariser et de rejouer, pas de s'incarner, mais de vraiment s'approprier les batailles et de revivre même de l'historique. Ce qui peut aider, c'est clairement de pas être tout seul. Ça, c'est la première chose. Ouais. Moi, clairement, sinon je le ferais pas. Puis il y a des groupes Facebook, le Horus Heresy France, donc vous pouvez rejoindre Horus Heresy France. Franchement, la communauté elle est top. On a plein de gens qui bossent vraiment bien sur l'Horus Heresy. On a Thibaut Bardalès, on a Loïc Mouton, j'en oublie d'autres, excusez-moi, mais on a vraiment beaucoup de... Donc pour ceux qui ont du mal à se lancer dans une création de légion, il faut se rapprocher qui sont dans les livres, la première réponse c'est rapprochez-vous d'une communauté. Oui, rapprochez-vous de la communauté et puis posez la question sur le groupe Facebook. Parce que des fois, on a des gens qui arrivent, voilà, je veux faire cette légion, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est vrai que, bon, déjà, ce qui est facile avec l'Horus Heresy, c'est que déjà, c'est simple, tu prends une escouade tactique de 20, déjà c'est cool. T'as une escouade tactique de 20, un Praetor, et puis tu prends un Rhino et un Predator. J'allais y venir, quand tu connais pas et que t'as pas envie de faire des Space Marines, mais que tu découvres que tous les Space Marines peuvent être personnalisés, une escouade de 10, un champion, voilà. J'arrive de battle, excusez-moi, ouais. un Predator, un chaplain, et un petit véhicule, c'est juste ça à peindre. Déjà, c'est pas trop, c'est visible, tu dis tiens, d'ici une semaine j'aurai fini, ça dépend des rythmes de chacun, et là, quand t'as fini, tu dis vite la compléter, quoi. T'as envie de donner vie à tout ça. Ouais, et après, par exemple, encore une fois, pour revenir sur les Wildcars, ok, tu veux faire des Wildcars, tu prends 3 motos de jet, 3 motos de base, un land speeder, paf, t'as la base. T'as la base d'une armée Wildcard, en fait. Normalement, quand tu viens et que t'es passionné par une légion ou que tu veux commencer, la plupart du temps, c'est que t'as déjà lu 1 ou 2 romans ou plusieurs, et donc du coup, t'as déjà ta légion, en fait. T'as déjà ta légion. Et l'avantage, en fait, de l'Horus Heresy, c'est que tu dis, ok, je veux jouer siège, je vais faire Iron Warrior. Au contraire, je veux jouer forteresse, je vais faire Imperial Fist. Tu vois, je veux jouer épéiste. Pour jouer épéiste, tu peux faire à la fois de l'Empire Children ou à la fois du Blood Angel. Tu vois. Ce que je trouve intéressant aussi de se rapprocher dessus d'une communauté, c'est à la fois tu peux venir avec la légion ou plusieurs légions que tu affectionnes particulièrement, mais aussi tu vois un petit peu ce qui se fait et tu dis ce qui serait génial, c'est de faire une légion que personne n'a encore fait pour faire vivre des batailles. Tu vois. La légion inconnue. Non mais du coup une fois que tu intègres une communauté, tu peux discuter et souvent ça arrive que là tu vois personne faisait des War Eaters là dans notre communauté et parfait. Ouais. Par contre tu commences pas par la légion inconnue ou la légion à créer parce que là tu t'éparpilles et du coup ça n'aboutit jamais. Non là c'est sûr. Et puis là c'est pas l'Horus Heresy du coup là faut s'intéresser aux Zéloci de Rangan, etc. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Internet maintenant permet d'avoir des communautés comme ça. Dans vos groupes de jeux, probablement tout le monde connaît l'Horus Heresy, et donc c'est sûr que si vous lancez un petit peu la dynamique, de toute façon, c'est simplement une inertie. Une fois que vous lancez le mouvement,
c'est les règles de la thermodynamique. Vous lancez le mouvement, vous lancez des communautés entières. Hein. Et en plus, là, c'est vraiment le moment de se lancer, puisque y a la boîte qui arrive, les gars. Il y a vraiment la boîte qui arrive. Donc, c'est le moment d'être prêt, quoi. Ouais, c'est clair. C'est le moment d'être prêt. Il y a aussi pas mal de chaînes YouTube qui parlent d'Horus Heresy. Alors, il y a énormément de chaînes anglaises, parce que on va pas se mentir, l'Horus Heresy, c'est vraiment un truc d'anglo-saxon. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué vraiment d'où c'était parti, mais si vous voulez un petit peu refaire l'historique de l'Horus Heresy, à la base, c'est quand même Warseer, donc c'est en gros les forums anglo-saxons de Warseer à l'époque, qui font deux choses qui sont repris par Games depuis. Ils font l'Horus Heresy, donc c'est-à-dire que les mecs ils prennent des armures Space Marine et ils leur mettent des boulons, etc. pour représenter l'armure MK5, ils leur sculptent. Parce que la figurine n'existait pas. Et la figurine n'existait pas, il fallait tout faire, voilà. Et ils font du True Skull. Ah ouais. Donc ce que Game Workshop va reprendre après, avec l'Horus Heresy chez Forge et le Primaris derrière. True Skull, moi je suis un initié, je sais pas ce que c'est. Le True Skull, c'est la véritable échelle. Ah ok, ah oui. Voilà. Donc c'est le Space Marine plus grand. Le là, Space Marine plus grand. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, le Cadien était plus grand que le Space Marine. Voilà, hein, faut le savoir, c'est vérifiable. Et donc du coup, donc ça commence comme ça. Donc déjà, dans l'Horus Heresy, ce qui est important de comprendre, c'est la conversion, c'est la base. La conversion, c'est vraiment ce qui a fait. C'est ça peut-être où je suis passé à côté, c'est parce que ça me paraissait trop compliqué à la base, tu vois, à cette époque de convertir, pas accessible carrément. Je pensais pas avoir les compétences en termes de modéliste. Maintenant c'est plus simple. Et donc du coup, je reprends on a digressé, je reprends mon fil. Et donc du coup, il y a énormément de chaînes anglo-saxonnes, notamment 30K Channel, c'est vraiment super ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir. Il y a des sous-titres ou en français ou non, je crois pas. Anglophone. Faut être anglophone. Tu sais, je t'avais montré Robin, c'est le mec avec son seau et sa pelle et le gars balance des rochers et du sable sur la table. C'est incroyable à voir. Rien que pour ça, allez voir, c'est fantastique. Faut aimer aussi mettre du sable sur ses figurines quand même. Ouais, c'est du vrai weathering du coup. Tu vois. Et après, tu vois le plastique en dessous. Ah ouais, peut-être ça gratte un peu. Ouais, derrière ça. Et toi, Nico, il me semble que tu avais donc toi, t'as pas lu beaucoup de bouquins, mais tu as écouté énormément de podcasts français. Ouais, j'ai alors l'étape intermédiaire. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être moi qui démarrais le plus tardivement, hormis sur la partie Xenos. C'est vraiment de se dire, ok, les bouquins, faut avoir le temps, c'est prendre le temps avec plaisir, pas le subir. Et Librarium, par exemple, j'ai commencé. Il y a plein de chaînes qui t'emmènent. C'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, et puis de fil en aiguille, on tombe sur French Wargame Studio, Commander TV. Il y avait Librarium, et puis Librarium, je me dis, c'est sympa ce qu'il fait. Alors il y a Planet Wargame également, mais j'ai eu pas un coup de cœur, mais ça m'a vraiment intéressé. Je me dis, tiens, j'ai suivi mon intuition. Et puis il y a un petit focus sur Soltervitz, il y a un petit focus sur tous ces personnages emblématiques de l'Horus Heresy. Et là, ça m'a permis vraiment de gagner en autonomie moi de mon côté en me disant, quand j'ai le temps de lire, c'est clair, je lis, il y a plein de détails, mais quand je suis en voiture, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a juste à écouter. Ouais, en voiture, dans le métro, etc. Ouais, c'est vraiment top. Donc lui, ce qu'il fait, il explique un petit peu le côté fluff de l'Horus Heresy, mais c'est pas, il fait pas de la lecture audio, c'est pas un audiobook, quoi. Non, c'est pas un audiobook, c'est vraiment, il s'approprie, il y a vraiment un travail. En tout cas, moi, sur le coup, il y a un travail, il fait une synthèse, il donne les éléments avec énormément d'intensité par moment, et tu dis, waouh, ah ouais, j'ai envie de lire le livre. Voilà, c'est comme une synthèse, ça te spoil pas parce que le fil conducteur de l'Horus Heresy, on le connaît, on finit tous par le connaître, mais tous ces petits détails, comme une arborescence qui viennent se développer de côté, là tu dis génial, faut vraiment que je prenne le temps. C'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de dire quand même, ça te spoil pas parce que tout le monde connaît l'aboutissement de 30K, tu vois. Et c'est ça que moi je trouve ça génial, c'est qu'en final, on a commencé un petit peu par 40K. Et donc, on sait l'état de la galaxie, l'empereur, Horus, les Space Marines du chaos, tout ça. Mais ce qui est énorme, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, tu vois, le côté vraiment et en fait, il y a tragédie, tu vois. C'est énormément de mini-événements qui ont des conséquences incroyables dans tout le fluff. Quand tu lis le premier hérétique, tu dis mais non, mais ça va pas arriver. Ça va pas arriver. En fait, tu sais que ça va arriver. Ouais, voilà. Et tu dis mais non, tous les éléments que tu es en train de dire, mais non, mais comment ça peut arriver à ça comme ça, et tout s'emboîte à la fin. Et c'est ça que je trouve ça hyper riche, c'est qu'on sait ce qui se passe à la fin et pourtant le comment, c'est ça qui est génial. Et puis l'engagement. Et dans le Librarium, tu découvres le cercle intérieur des choisis d'Horus, tu découvres Soltervitz, le Mournival. Le Mournival, tu découvres Karn, tu découvres Nikona Charokin, et c'est
par l'intermédiaire d'un personnage, d'une histoire, d'un champion, tu découvres le chapitre derrière. Un peu comme si chaque audio te permettait d'avoir un point focal qui derrière te laissait espérer en disant oh putain si tout ce chapitre il est comme ça, si toute la Légion elle est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai passé quelques temps à écouter et c'était hyper intéressant. Et pour moi qui suis un peu comme toi, hein, toi t'es Xenos version Eldar, moi Xenos Tyrannide, et ben tu vois le côté Space Marine pour moi c'était des surhommes, des clones, tous les mêmes, la Super Légion, plat. c'était un peu ok toi t'es le Space Marine avec des loups, toi t'es Space Marine avec des vampires, toi t'es Space Marine, tu vois j'avais un peu cette vision là. Et avec l'essor de l'Horus Heresy, en fait pas du tout, c'est vraiment tout est spécialisé, différencié, c'est pas du tout les mêmes gars, c'est impressionnant de complexité et de personnalité, tu vois ils sont vraiment tous, ils ont leur personnalité et c'est passionnant, je trouve ça passionnant. En creusant, en prenant la peine de chercher, de creuser, d'aller au-devant de l'information, on se rend compte de tout ça. Mais si par contre tu restes dans le fil conducteur commercial, tu dis ouais, de toute façon, un Space Marine, c'est comme dans Star Wars, c'est des troopers, ou c'est comme dans Starship Troopers, c'est plutôt, c'est la masse. Oui, ce sont des surhommes, alors, donc les humains sont des crottes. Les Space Marines se font quand même défoncer par les Xenos, parce que oui, ça c'était, voilà, ça c'est subjectif. c'est mon objectif. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais voilà, et mine de rien, donc t'as l'Horus Heresy qui te permet, quand tu vas au-devant de l'information, que tu te donnes la peine de chercher, tu te rends compte que pas du tout. Et en plus depuis, il y a eu la primarisation. Et tu te dis ouais non, le Space Marine, c'est un Space Marine, c'est déjà un surhomme. C'est vrai que quand tu regardes, quand tu compares avec par exemple Star Wars, où l'Empire c'est géré par les Stormtroopers, on sait que dalle sur les Stormtroopers, il n'y a absolument pas un fluff, ou alors très 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 léger. Dans le truc, je pense que ça se rapproche plus de Dune. Mais à mon avis, c'est un secret pour personne qui a été révélé au grand jour avec le film de Villeneuve là, c'est que Warhammer 40K, c'est 80% de Dune. Hein, l'inspiration, elle est vraiment très très présente. Ouais, l'aspiration, elle est là, et donc du coup, en fait, on peut imaginer que, ok, c'est qui les Harkonnen, c'est qui les Atreides, c'est qui les Sardaukar, etc., c'est qui les Freemen, c'est qui les Freemen. Ils ont disparu les Freemen. Dune, c'est des légions, des maisons, pardon. Ouais, voilà, exactement. C'est qui l'astronomique non, la guilde des voyageurs. Ouais, exactement. Donc bah oui, les voyageurs. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Non, mais les Harkonnen, ça pourrait être la Death Guard. L'Imperium. Ah ouais, c'est l'Imperium. ouais. Les Sardaukar, c'est les Spacefall, c'est les chiens de l'empereur, quoi. C'est les exécutants. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de trucs. La maison Atreides, Ultramarine, pas mal. Ouais, ça pourrait, ouais. Mal, c'est les plus gentils, ceux qui ont... Avec Reboot. ouais. Et donc pour conclure un petit peu ça, donc en fait comment on fait vivre ça, il faut s'inspirer quoi. Il faut lire les bouquins, il faut regarder le fluff, il faut faire partie des communautés, il faut regarder ce que les peintres font. Ce qui est maintenant incroyable, c'est que on est quand même en 2021 avec les nouvelles technologies, des makers 3D, le Covid, le Covid. Non mais du coup maintenant tu peux personnaliser, tu peux tellement personnaliser tes légions, que ce soit par des bits, par des figurines de tous horizons et par des socles. Donc tu peux avoir vraiment une ambiance de légion qui t'est propre et qui est très forte. Vraiment, ça c'est à noter quand même de nos jours parce que tu pouvais peut-être pas faire ça avant, c'était plus difficile. C'est un âge d'or. En conversion. Maintenant, sans être hyper bon modéliste, tu peux quand même sortir des figurines avec un charisme fou. Ouais, je suis d'accord. Et toi, le clin d'œil, moi qui suis issu de l'univers compétitif, que ce soit dans la vie ou dans la figurine. À un moment ou un autre, tu te dis juste, Rémi me dit, mais pourquoi t'as pas mis de socle sur ton armée? Tu dis, en fait, quand je fais des batailles, je jouais compétitif parce que je savais faire que ça. Parce que j'avais appris comme ça, et parce que c'est chouette, et même si c'est avec des potes et que c'est pas dans des tournois, tu jouais pour gagner. Et puis finalement, en fait, non, je joue pas pour gagner, je joue parce que j'ai envie de jouer mon armée, que j'ai personnalisée, j'ai pris le temps. Et Rémi un jour me dit, mais regarde ces socles, et regarde cela, ah non, arrête. Et en fait, si, les socles, ça change tout, et tous les détails vont tout changer. Ouais, parce que au final, ce qui nous lie dans cet univers, Horus Heresy, 40K, c'est que tu vas matérialiser pratiquement un rêve en figurine et tu vas le partager avec quelqu'un d'autre.
Et c'est ça où le moment de passion, Et tu vas le faire. Ouais. c'est que tu présentes tout ce que tu as mis, tout ton cœur à l'ouvrage, donc sur le socle, sur la peinture, sur la conversion, Sur les choix. sur ouais. l'originalité, tu vois, que punaise, j'ai pas vu ça, comment t'as fait, et sur le partage à la fois des techniques et de la passion, c'est le partage de la passion sur quelque chose qu'on a en commun, et c'est ça qui fait vraiment vivre la communauté et qui est riche, je trouve, dans notre passion commune. Quoi. Ouais, t'as l'inspiration, tu crées, tu bâtis, tu concrétises et c'est Ouais. parti. Et je trouve ça fascinant. Ouais. Donc là aujourd'hui, une fois que tu as matérialisé, concrétisé un projet Horus Heresy, une légion, que tu es inscrit dans une communauté, qu'est-ce qui s'offre à nous en termes de jeu? Ouais, alors ça c'est le problème, parce que donc il faut savoir qu'on est passé en V8 puis en V9. Bon là déjà Ça c'est en 40K, hein. Là tu Ouais, parles ouais, en non, 40K. non, mais Ouais, donc ouais. déjà c'est un premier problème. Pour moi, il y a un vrai problème entre la V8 et la V9. On n'aurait pas dû changer. Bon, mais bon, c'est personnel. Et donc du coup, par contre, Horus Heresy, en fait, avec la mort d'Alan Blight, c'est qu'on est resté en V7. Pourquoi? Parce qu'Alan Blight voulait qu'on reste en V7. C'était pas sa dernière volonté, mais bon, il y avait un côté, voilà, il y avait un côté. Et donc du coup, on est encore en V7, alors que on a goûté à la V8 et surtout à l'agilité de la V8 qui permet, j'ai raté mon jet de dés, je balance un point de commandement, je peux le relancer. Et ça change tout. Ça change La tout. souplesse, ouais. En Voilà. fluidité dans le jeu, tu peux faire les relances. Exactement. Rien qu'en termes de mécanique de jeu, sur le désengagement en phase de corps à corps. Tout à fait. On peut plus engluer. Voilà, On c'est peut ça. plus engluer. Et c'est vrai que c'était des trucs un petit peu à part dans la V7. Donc moi je pense que jouer encore en V7 c'est très compliqué. En tout cas moi je déteste ça. En plus on en a fait. On en a fait une pour tester. Hein. Voilà, on en a fait pour tester et donc voilà. L'initié, c'est quand t'as des blindages différents en face, au-dessus, Ouais, sur les ouais, côtés. ouais. Et que quand t'es en phase de corps à Je sais pas corps, quoi genre t'as un seigneur de bataille, un primarque, hein, pour pas le nommer, Voilà. en bron, qui est au corps à corps avec un seul sergent, et ben il met 3 phases de corps à corps. Ah ouais, Donc 2 tours et demi. Parce que si tu un si tour tu et demi, rates tes jets, tu rates tes jets. Il y a Ouais, rien. ouais, donc Il y a c'est pas de souple. stratagème, c'est tu ça. peux pas relancer. Tu peux pas désengager. Tu peux pas désengager. Voilà. T'es bloqué quoi. C'est ça. Et c'est contre-productif à l'inspiration. Ça te casse les pattes. Ouais, parce qu'au final, exactement. tu mets tout ton cœur à l'ouvrage pour faire Ouais. une belle légion, tu joues avec, tu dis, mais Mm. il se passe rien, C'est t'es pas frustré, révélateur, ouais. c'est long, c'est Alors, très lourd comme jeu. Heureusement, t'as la communauté française qui a fait un travail formidable, notamment Bruno Santos. Santos ou Dos Santos, on n'a qu'à l'appeler Bruno, qui a entièrement traduit et matérialisé les règles V8 de Horus Heresy. Donc ça c'est fantastique, il faut bénir cette personne, que puisse l'empereur te bénir. Est-ce Bruno. qu'il a fait des stratagèmes avec? Ouais, pour les ouais, légions je crois qu'il y a Ah des ouais. stratagèmes, ouais. Mais c'est Ah, des stratagèmes de base, il me semble. Ouais, ok. Mais ça suffit en fait. Ça suffit. Et donc déjà la V8 déjà c'est 100 fois mieux. Et l'autre problème qui va se passer, c'est que donc Forge World. Alors je sais pas si Forge World est cassé par Games, c'est fort probable. Hein. C'est Il là. va probablement être bridé parce voilà. qu'à un moment donné, tu disais que Forge prenait prenait beaucoup était en plein d'importance essor, donc en termes de chiffre prenait d'affaires. le chiffre Voilà. d'affaires par rapport à Games. C'est Sur ça. les Space Marines de Games, les gens préféraient prendre ceux de Forge. Ouais. Peut-être que là, ils oui. ont Et donc du coup, court-circuité, quoi. enfin ça pareil, on fera un podcast sur Games et la vision qu'on en a, qui n'est pas tout à fait belle, Encourageante. encourageante, voilà. Mais en tout cas, et ça c'est pas pour faire nos vieux cons, hein, c'est vraiment, c'est quelque chose d'objectif. Ouais, après, on pourra toujours nuancer, hein, quand même. Oui, non mais tu nuanceras du coup. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que c'est un peu difficile, je pense, pour Horus Heresy en ce moment. C'est le creux de la vague, on va dire, c'est le creux de la vague. Néanmoins, les leaks qu'on a eus promettent quand même énormément. Le tsunami. Voilà. Et peut-être un nouveau système de jeu. On peut imaginer que, alors soit un V7.5, parce que à la limite, la V7.5, ça pourrait être simplement une V7 avec des stratagèmes, une possibilité de désengager et Il y avait déjà il y des avait- stratagèmes en V7 avec l'Apocalypse. Le système de jeu Apocalypse permettait d'avoir des stratagèmes, mais c'était uniquement en système de jeu Apocalypse. Voilà, c'est C'était très très différent quand même. Mais bon, c'est un système de jeu qui se rapproche pour l'Horus Heresy. Tu pouvais faire des grandes Bah batailles, ouais, donc ça bah se ouais. prêtait tout à fait. Mais là, la V8 avec, maintenant V9 avec tous les stratagèmes, les relances, les machins, ça serait bien que l'Horus Heresy passe dans un système de jeu ouais, mais similaire. ça, je là pense. ça demande beaucoup plus de travail. Donc je sais pas ce Ouais, qui mais ils ont eu le temps quand même. Voilà, hein, ouais, bon, avec ouais, toutes c'est ces clair, années. c'est clair.
Donc je sais pas ce qu'ils ont prévu pour ça, mais en tout cas, moi je pense que là on est dans le creux de la vague, mais que c'est en train de remonter et que, à mon avis, la vision que j'en ai, c'est que l'Horus Heresy va revenir, puisque c'est pareil, on a différentes rumeurs qui avaient été confirmées à l'époque par le staff, où en disant que on trouvait le Horus un petit peu en dessous des autres, tu vois, le Primarch. Et en fait, le staff nous a dit non, mais là le Horus qu'on vous a fait, c'est le Horus Early Horus Heresy, c'est-à-dire au début. Ah ouais, d'accord. Et donc Il n'a pas eu la bénédiction des dieux noirs. Il a pas eu la bénédiction sur Molech. Et donc, du coup, on va vous faire le Horus Siège de Terra, en fait. Et là, Non. bon, là, on a tous fait trois tours dans le slip. Non, Tu mais- vois, là, on s'est dit, putain, mais non, c'est pas possible. L'empereur. Et là, tu vas pouvoir faire Sanguinius contre Horus. Ah bah ouais. Tu vois. L'empereur Skull. l'empereur Tous arrive. les- L'empereur devrait arriver aussi, etc. Donc, on avait vraiment une vision sur le long terme de l'Horus Heresy qui était fantastique. On espère qu'elle est pas perdue dans les limbes des projets avortés. Je pense pas, parce que c'est vraiment une mine d'or, à mon avis. Et puis de toute façon, ça contente tout le monde. Game Workshop vend des figurines par palette, donc bah tant mieux pour eux. Et puis nous, on a les figurines qu'on veut depuis 20 ans, 25 ans. Donc ça contenterait tout le monde. Il y a aucune raison de pas le faire. C'est win-win, comme disent les MBA. C'est win-win. Et ils ont commencé avec l'Horus Heresy avec Angron. Qu'est-ce Ah ouais. qu'il fait en 40K? Où est-ce qu'il est? Bah c'est vrai que c'est difficile de refaire les Primarch démons quand même. Ça me paraît étrange qu'ils puissent refaire les Primarch démons alors qu'on les a déjà en 40K. Enfin en tout cas on en a au moins 2 en 40K. Peut-être l'échelle, hein. L'échelle n'est pas la même, 40K Horus Heresy. quand Ben même. là avec les leaks qu'on a eu, l'Horus Heresy semble se rapprocher des Space Marines, hein, des Primaris. Hein. En gros, et sa légion, c'est auxiliaire, non? On verra. On verra. Nous verrons. Ah, il lance des Vous sorts ne ou pas, serez lui? pas assez nombreux. Il lance des sorts. Alors si tu veux faire des Emperor Children, n'empêche, renseigne-toi sur ce qu'ils ont fait sur le siège de Terra et je pense que tu vas vite être déçu de l'utilité des sièges de Terra. Ouh, les Empereurs Shildan, ils sont où? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté Bilal Hassani, ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. Je sais pas qui c'est. Ouais. Ouais. Donc non, mais trêve de plaisanterie. C'est vrai que je pense que ça peut repartir vraiment fort s'ils tiennent leurs promesses. C'est-à-dire les Primarch, fin de l'Horus Heresy, des nouveautés, etc. Pareil, on a des unités spéciales qui sont spécialement créées pour le siège de Terra, qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on n'a pas les Terminators ultramarines. Je sais plus comment ils s'appellent avec les lance-missiles, on les a pas en unité spéciale. Parce Donc, que il reste là, des choses à faire, en quoi. termes d'offres de Forge World sur l'Horus Heresy, en termes de légion, ça veut dire qu'il manque quand même pas Oui. mal d'entrées. Elle est pléthorique. Elle est quand même pléthorique quand même. On va pas se mentir, mais il manque. Ouais, on peut continuer. On peut en faire. Donc on ils peut ont en quand faire. même ouais, une ouais. marge de progression Ah oui. quand même. Il y a des- S'ils mettent les moyens dedans, Il y a des dizaines et des dizaines de trucs à faire encore. Il y a vraiment énormément de choses à faire encore. Donc il y la a pas. question c'est qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils le font pas? C'est Et je pense qu'ils attendent que quelqu'un leur dise go. Mais si ça se trouve, le go est déjà lancé depuis 1 an, hein, et on le sait pas. Hein. ouais, Mais bien ça se sûr. trouve, les mecs, ils sont... Genre, quand la boîte va sortir en 2022, je serais pas étonné que Game Workshop sorte en mode ah, regardez, on a la boîte qui sort en 2022. Et puis, on a Forge World en même temps, pendant toute la durée de l'été, qui nous sort toutes les semaines. Au fait, boum, boum, boum. Et clac, nouveauté, quoi. Ça et là- serait incroyable. Hein. Ça et là, serait ils fou. relancent le jeu Là, tu total. lances la hype du jeu. Et bah ouais, et là, tu relances le jeu totalement, quoi. Donc, c'est clair que... Et ben c'est ce qu'on souhaite, hein, au Et final. ben voilà, et on peut conclure là-dessus, c'est ce qu'on souhaite. Pendant que Nicolas s'étouffe. C'est l'alcool, ça. Oui, quand? Bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Première fois qu'on fait un podcast à 3. Ouais. Et Un pour une plan à première 3, ça Ouais, marche. belle initiative. À refaire, à tenter. Le vocal, hein, le Prochaine. vocal. Bien entendu, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire déjà que l'Horus Heresy arrive bientôt sur la chaîne YouTube, puisque forcément, nous, comme on est passionnés d'Horus Heresy, on va en faire, sans leur dire ce qu'on va faire. Hein, on va juste faut leur pas dire. spoiler, faut pas spoiler. On va pas lisez les bouquins. Voilà. Lequel on pourrait vous conseiller? On pourrait leur... Non, ça serait spoilé. Ça serait spoilé. Je suis Alpharius. Donc je vais leur, je vais leur conseiller le meilleur bouquin, c'est-à-dire Le Retour des Anges. Non, je déconne, c'est le pire. Non. Je vais leur conseiller La Bataille de Cal. C'est mon bouquin préféré parce que c'est un film de Michael Bay, mais en bouquin. Donc ça c'est Ah ouais, d'accord. c'est intéressant. Non, et alors qu'est-ce qu'on peut leur dire aussi? On peut leur dire que il va y avoir probablement des Medal of Color Horus Heresy qui vont revenir. On peut dire septembre l'année prochaine, par exemple.
Hein, Ouais, c'est une bonne date. On peut le dire, on peut le dire. Et puis, ben, restez à l'écoute, stay tuned, comme ils disent les jeunes, et on se voit au prochain Medal of Color. À plus. Allez, c'est parti.